Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Théophile, ergothérapeute. Un métier qui coche presque toutes les cases de ce qui l'attendait, avec en priorité de ne pas s'ennuyer et d'avoir un quotidien professionnel varié. À 26 ans, il a déjà exploré plusieurs facettes de cette profession, car la grande particularité, c'est que chaque cas est unique et que les solutions apportées doivent s'adapter en permanence. Il vous racontera aussi comment il a vécu la reprise des études pour valider un master, alors même qu'il commençait juste sa vie professionnelle. Un parcours riche qui l'a mené à confirmer le coup de cœur qu'il avait eu pour l'ergothérapie lors de son tout premier stage d'observation. Je suis Théophile Mabon, je suis ergothérapeute et j'ai actuellement 26 ans. Au collège, j'avais plusieurs idées. J'avais une idée notamment qui était relativement inspirée de mes amis, donc c'était plutôt expert comptable, où j'ai fait un stage d'ailleurs de troisième qui est très enrichissant, mais il s'est avéré que c'était pas du tout ce qui m'intéressait et je me voyais pas faire ça à 40 ans de ma vie. Je pars sur un lycée général parce qu'effectivement j'avais une aisance dans les matières scientifiques et j'ai pu m'orienter vers un bac scientifique par intérêt dans les matières scientifiques et surtout par lacune dans les matières plutôt littéraires. J'avais complètement abandonné l'idée de comptabilité, je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire. C'est au cours de la première où effectivement on avait notamment des cours pour préparer le projet professionnel où j'ai découvert le métier d'ergothérapeute. J'avais une contrainte, c'est que je cherchais un métier en première où je pouvais faire plein de choses différentes tout au long de mes semaines. Ou même de mes journées, où je pouvais être dehors, à l'intérieur, faire des choses un petit peu plus réfléchies, un peu plus posées, donc du papier-crayon, mais à la fois des choses un peu plus manuelles. Et j'ai la chance d'avoir une mère qui travaille en tant qu'infirmière en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc EHPAD, et où il y a toujours une ergothérapeute et une kiné. Et j'ai pu faire en première un stage d'observation d'une journée, donc une matinée avec la kiné et une matinée avec l'ergothérapeute. Et c'est au terme de cette journée où j'ai vraiment eu la révélation de me dire c'est le métier, c'est ergothérapeute, c'est ce que je veux faire. J'ai eu une après-midi où elle a pu m'expliquer un petit peu son métier et en fait il s'est avéré qu'il y avait une petite urgence sur du matériel, donc, effectivement, ce à quoi on peut être associé, mais qui n'est pas l'unique compétence de l'ergothérapeute. Et elle m'a présenté aussi des bilans cognitifs, et là, ce qui m'a intéressé. Et donc, j'avais les deux aspects de ce que je voulais faire. Et en plus de ça, elle m'évoquait vraiment son quotidien, et c'était pile poil ce que je voulais faire. Et donc là, moi, ça m'a complètement plu. Je me suis dit, ça y est, j'y vais, quoi. Moi, j'ai tenté à la fin de ma terminale un concours sans préparation. Alors je n'ai pas été reçu, mais finalement tant mieux. On peut faire aussi des préparations au concours. Je n'avais pas forcément candidaté dans des écoles de préparation parce que c'est un coût. Je souhaitais préparer mon concours par moi-même, avec de l'aide bien évidemment, et notamment une aide qui m'a été finalement apportée par le CNED. Et en plus de ça, j'avais quand même des parents qui ne voulaient pas que je sorte du circuit scolaire. Tout de suite, en tout cas. Ils m'ont demandé quand même d'intégrer une fac de sciences de la vie et de la terre. J'étais présent au TD à certains cours magistraux, notamment qui étaient en lien avec la préparation de mon concours. Et en parallèle, je travaillais mon concours à la BU, tout simplement. Et ça me permettait aussi, et ça c'est un plus indéniable, d'avoir un rythme scolaire. Me connaissant, si je n'avais pas eu de rythme de cadre, ça aurait été très compliqué. J'ai fait à peu près un peu plus de 8 concours sur toute la France. Et j'ai été reçu finalement à deux concours. J'ai appris ça en juillet 2016. Juillet 2016, pendant que je travaillais, direction Montpellier, à la rentrée. C'était une opportunité qui convenait à tout le monde, à la fois aussi à mon environnement familial, où c'était très bien que je parte de chez moi, et j'étais très content aussi de partir. Alors effectivement, papa et maman, ils manquent toujours un peu au début, et c'est toujours un peu compliqué, mais on m'a toujours élevé dans de l'autonomie, et j'ai toujours apprécié ça. Donc pouvoir partir et s'occuper de soi seul,
et prendre ses propres décisions, c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup étant jeune. Avant même d'entrer à l'école, moi, ce qui m'a posé la question, c'est est-ce que je suis en capacité de travailler ou d'être en relation avec des personnes en situation de handicap? Parce qu'effectivement, pour un ergothérapeute, c'est quand même la principale de ces... Enfin, les principaux interlocuteurs sont en situation de handicap. Via l'APF, j'ai participé en tant qu'accompagnateur à des vacances adaptées, où je me suis amusé comme un fou, j'ai adoré ça. Et c'était une expérience qui a confirmé vraiment ce projet professionnel. Et donc directement d'entrée, en fait, moi, je me suis dit, ça y est, c'est ce que je veux faire. Je suis très bien dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que j'apprends. On a sur 3 ans, 9 mois de stage répartis sur les 3 ans. Donc effectivement, avec un mémoire de recherche à faire à la fin, en 3e année. Avec un diplôme d'État à la clé. Je suis nantais, je suis à Montpellier. En juillet 2019, c'est qu'est-ce que je fais? Sachant que je n'avais pas forcément candidaté durant mes années d'études, parce que malgré tout, le mémoire, moi, ça m'a pris beaucoup de temps de travail et d'élaboration. Donc, je n'avais pas forcément anticipé. Par chance, j'ai fait un peu d'intérim au début. En tant qu'ergo, on peut faire de l'intérim, notamment sur des remplats saisonniers. Au fur et à mesure de ces remplacements, c'est qu'effectivement, il faut aussi une certaine stabilité, d'avoir de l'argent un peu tous les mois, et surtout un lieu d'exercice. Ne sachant pas trop où aller, j'ai décidé de rejoindre un ami qui était autour de Lyon, avec 2 postes. Voilà, un poste en foyer d'accueil médicalisé et un poste en CESAD. 2 conventions, donc 2 salaires complètement différents, à presque 600 € d'écart pour un début de carrière, mais 2 exercices complètement différents aussi. C'est l'avantage et la force du métier d'ergothérapeute, c'est qu'en fonction du lieu de travail, notre exercice est différent. Le CESAD, c'est la pédiatrie, à 80% annualisé. Assez rapidement, il y a un frein financier, donc effectivement, je cherche un autre temps à côté, et je trouve un 30% en EHPAD, une création de poste très enrichissante. C'est une situation qui me convient très très bien. Effectivement, ça fait des grosses semaines, parce qu'effectivement, je suis à 110% annualisé. Sauf qu'un projet qui était une idée en fin de diplôme, durant mes études, j'avais aidé en tout cas à faire des petits groupes de révision ou des petits groupes d'information. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect de transmission d'informations. Donc, j'avais évoqué assez rapidement l'idée d'être formateur ergothérapeute. Et il s'avère que pour être formateur ergothérapeute, il faut simplement le niveau universitaire au-dessus, donc Bac+5. Je me suis renseigné sur les masters qui existaient, et notamment en sciences de l'éducation, pour valider ce projet professionnel, parce qu'effectivement, je me suis dit, ça fait 1 an que je suis sorti des études, je peux encore actuellement y retourner. Et cette fois-ci, après avoir candidaté sur plusieurs villes de France, c'était plus pratique que je revienne à Nantes. Pour reprendre des études, pour reprendre un master dans les sciences de l'éducation avec la spécialité didactique professionnelle. Mon master, je l'ai fait en 3 ans, donc j'ai été récemment diplômé, donc septembre 2020 à juillet 2023, et en même temps, je travaillais. En arrivant sur Nantes, j'ai eu des difficultés à trouver un emploi d'ergothérapeute, qui convenait aussi notamment à mon projet universitaire. Enfin, j'ai créé mon auto-entreprise et je suis parti en tant que formateur en santé et sécurité au travail. Actuellement, j'ai toujours mon activité libérale et elle a évolué. J'ai exercé principalement en tant que formateur ergothérapeute en santé et sécurité au travail de manière assez large. Et en mai 2021, sachant que l'année scolaire se termine à peu près, je décide de repasser sur du salariat pour avoir un revenu aussi, tout simplement un salaire qui me permet de payer mon appartement et mes frais. À la fin de mon contrat, je reprends aussi les formations. J'ai des déplacements dans plusieurs villes de France en même temps que mon master. Et ça se passe alors plutôt bien. Effectivement, une expérience qui m'a été très enrichissante parce qu'elle m'a permis de me familiariser avec ce projet professionnel et me dire que finalement c'était peut-être un peu trop tôt. Que parfois il faut aussi laisser le temps tout simplement d'avoir de l'expérience, de pouvoir aussi asseoir ses compétences, de mûrir aussi professionnellement, c'est aussi important. Cet aspect de formateur, c'était assez fatigant. Parce qu'effectivement de bouger sur plusieurs villes, de faire son mémoire, ses examens en même temps, c'était assez fatigant. Donc retrouver un salariat, c'était aussi très intéressant. Donc j'ai repris une activité salariale en mars
Mais là, sur un dispositif nouveau qui est le parcours emploi santé, où effectivement, là, c'est de l'accompagnement pour des demandeurs d'emploi de longue durée ou très longue durée qui ont des problématiques de santé. En même temps, j'avais validé tous mes partiels en juillet 2022, mais pas mon mémoire. Voilà, donc il me restait encore sur l'année 2023 mon mémoire à finir. Et j'ai intégré le CREAT, donc le Centre ressources et d'expertise en aide technique de Nantes Métropole, où j'exerce en tant qu'ergothérapeute avec mon activité libérale là, depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et en parallèle, j'ai pu être diplômé du master en juillet 2023. Ça fait du bien parce qu'effectivement, le monde universitaire pour moi a été relativement compliqué, avec quand même pour la première fois de ma vie un doute en fin 2022 en me disant est-ce que je continue ou pas un projet, parce que c'était vraiment un coût physique, moral et cognitif très important. Donc une libération en juillet 2023, avec c'est une demi-libération, parce que vu que je travaillais déjà aussi en parallèle, c'est effectivement j'ai à nouveau des week-ends tranquilles, j'ai à nouveau des soirs tranquilles. Donc c'était relativement vraiment, enfin, très agréable. Donc une petite baisse de régime quand même. Je pense que j'avais atteint des limites où j'ai eu une période d'un petit mois où il fallait que je me réhabitue à un rythme, que je me repose vraiment. Ça passe beaucoup par mon entourage, qui était vraiment soutenant et bienveillant, qui m'a beaucoup aidé. Donc effectivement ça, j'ai eu de la chance. J'ai aussi décidé de voir une psychologue, chose qui, certes c'est un coût, mais c'est royal, moi je le conseille à tout le monde. C'est vraiment retrouver un bien-être, parce qu'effectivement quand on a une grippe on va chez le médecin, mais quand on peut être fatigué ou qu'on a tout simplement envie de parler, d'échanger sur le point un peu du quotidien, en fait c'est juste royal vraiment. Moi j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagné, et ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs ça a été aussi un coup dur, parce qu'en juillet 2023, certes j'avais un diplôme, mais concrètement à l'heure actuelle il ne me sert à rien. Enfin, j'ai même pas le document diplôme encore, je suis même pas allé le récupérer. Dans mon quotidien professionnel, j'utilise deux, trois éléments que j'ai apportés, mais j'ai aucune reconnaissance, aucune donnée pratique à appliquer. C'est effectivement une ouverture d'esprit que je n'avais pas forcément avant. Mais ce qui peut évoluer au fur et à mesure, hein, c'est que je me rends pas compte aussi, parce qu'une fois qu'on a des compétences ou simplement une ouverture sur le monde qu'on n'avait pas avant, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et puis en plus de ça, j'ai choisi de différer là mon projet professionnel d'être formateur en ergothérapie. Et pour le moment, il s'est différé à loin. Ce qui m'a beaucoup perturbé, notamment durant le master, c'est que arrivé en tant qu'ergothérapeute dans un master, alors en tant que personne diplômée effectivement en ergothérapie, moi ça m'a paru aussi un peu bizarre, parce que j'ai dû aussi supprimer cette casquette et de revenir étudiant. Et donc c'était particulier aussi dans le lien avec les professeurs, où effectivement pour eux on était simplement étudiants, donc on n'avait pas beaucoup de considération. Et d'autre côté, le lendemain quand je travaillais, effectivement je peux avoir une personne qui écoutait et qui avait vraiment envie d'avoir des conseils, et pour qui effectivement on avait des situations très cliniques et très compliquées, avec des rééducations très poussées, enfin des choses comme ça. Et donc ces deux casquettes ont été compliquées aussi à gérer, et donc j'étais ravi d'en avoir qu'une à la fin. C'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que si vous voulez, nous on est spécialiste de l'occupation, donc très rapidement de toutes les activités qui vont avoir un sens pour la personne, que la personne doit faire, est censée faire, a besoin de faire. Qu'importe la problématique, chaque personne est différente, a des rôles sociaux différents, a un environnement institutionnel, culturel, familial complètement différent, et en fait c'est à partir de situations qu'on travaille. On vient rechercher l'autonomie et l'indépendance de la personne, et également sa satisfaction dans son quotidien. Les personnes nous amènent d'elles-mêmes sur des champs complètement différents, et on n'a pas de procédure type. Et ce que j'aime dire de mon métier, alors je le dis avec beaucoup de second degré, c'est que mon objectif, c'est que la personne fasse seule et qu'elle soit contente de ce qu'elle fasse seule. Donc finalement, l'objectif final, c'est que moi, je ne fasse rien. Donc mon objectif final, c'est de ne pas travailler. On ne va pas travailler avec la personne parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle a envie de le faire.
On ne va pas amorcer une rééducation autour de la cuisine, par exemple, donc récupérer des fonctions pour pouvoir cuisiner si la personne ne cuisinait pas déjà. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt, la personne ne va pas cuisiner, on va plutôt mettre des solutions de compensation en place. Par contre, effectivement, la personne, elle adore la pêche, et c'est sa passion, on va essayer de rééduquer les fonctions, puis après, si on ne peut pas, on va essayer de mettre en place des solutions de compensation. Je suis même pas sûr qu'il faut être optimiste ou joyeux. Alors effectivement, il faut quand même avoir un bon relationnel. Moi, je suis juste toujours très honnête. En fait, c'est la base. Je ne vais jamais mentir à un patient. Je vais simplement lui dire la réalité. Je vais dire, bah voilà, par exemple, actuellement, vous êtes en pleine rééducation, vous ne pouvez pas utiliser votre main, vous le voyez, de toute façon. Maintenant, il faut qu'on bosse. Après, effectivement, il y a des jours, toute personne, que ce soit un thérapeute ou un patient, il y a des jours avec et des jours sans. Notamment, parce que je me souviens en pédiatrie, c'est des choses qui peuvent notamment avec des enfants avoir moins de contrôle là-dessus. Mais moi je leur évoquais, je leur dis c'est pas grave, on a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit d'être déprimé, mais on peut en parler. On peut en parler, on peut faire notre séance par rapport à ça. Et peut-être que le lendemain, on travaillera mieux, on travaillera plus. Ça peut être relativement compliqué en fonction des milieux où on travaille. Évidemment, il faut se protéger, il ne faut pas se laisser envahir aussi par les contextes de vie de la personne, parce qu'effectivement, il y a des personnes avec des histoires de vie relativement traumatisantes. Et il y a aussi des situations, il y a des décès, c'est des choses qui arrivent. Il y a des personnes où on arrive à la fin du projet et tout s'effondre. Il y a plein de choses qui arrivent, mais effectivement, il faut aussi accepter le fait que ces situations nous concernent professionnellement, mais personnellement, pas forcément. Mais cette distinction, pour moi, elle est compliquée, professionnelle et personnelle, parce que je pense qu'il y a des ponts entre les deux. Il faut simplement s'écouter aussi et poser ses propres limites. Mais je vous avoue que c'est une discussion que j'ai encore avec des collègues qui sont plus âgés, et c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas d'aller explorer aussi, parce que je suis quand même jeune ERCO, encore, je peux le dire encore. Et donc je pense que c'est quelque chose aussi qui va sûrement évoluer aussi avec l'expérience. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager, à laisser des étoiles et des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.